Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao Festival Zoom. A gente está na última mesa da noite, do dia, né? Amanhã a gente tem mais 2 mesas que vão acontecer às 3 e às 5 horas da tarde. Junto com as mesas, a gente vai ter mais um dia de oficina, que vai ser de manhã. Durante o período da manhã, a gente vai ter algumas oficinas rolando. E a gente tem a feira de fotolivros que está acontecendo no térreo e no quinto andar ao longo de todo o dia. Para essa última mesa, a gente tem o prazer de convidar a Renata Bittencourt. Renata é pesquisadora, curadora e ela é coordenadora de educação no Instituto Moreira Salles. Assim. E a gente gostaria de convidar Samuel Fossô. Samuel Fossô é camaronês, um dos maiores retratistas que a gente tem dentro da história da fotografia. Gostaríamos também de lembrar que o Samuel Fossô tem um ensaio dentro da Zoom 23 e agradecer imensamente também ao apoio do Consulado Francês aqui no Brasil. Obrigada, gente. Renata, só vou fazer um parênteses. Para a gente fazer as perguntas, a Luara está com papel, então, se vocês quiserem fazer uma pergunta, só sinaliza para ela está com papel e caneta, e vocês fazem as perguntas durante a fala, que ela vai repassar no final para a Renata, tá bem? Muito bem, agora boa noite, de verdade. Não é todo momento, não é um evento trivial a gente poder estar na companhia de um artista tão único, tão especial, de trajetória tão marcante. Non? Ça marche, mais peut-être votre phone. Oui, à vous. J'écoutais la dame qui parlait, mais vous pas. Vocês estão me ouvindo? Votre traduction ne marche pas, peut-être. Ok, d'accord. E temos, então, hoje, neste Festival Zoom de 2022, a presença de Samuel Fossô. Samuel Fossô é um artista nascido no Camarões, que tem uma trajetória de vida que, ao a gente saber mais tudo que ele vivenciou, a gente aprende um pouco também sobre a história da África Ocidental no século XX. E hoje a gente vai poder saber um pouquinho. Ainda criança, quando morava na Nigéria, Fossô teve que deixar o país por conta dos conflitos da Guerra de Biafra e se mudou para a República Centro-Africana. Esse foi um combate bastante importante, que colocou em combate os Hausa e os Ibo na Nigéria. A origem do Fossô é Ibo, e ele teve que deixar o país e morar com um tio na República Centro-Africana, né? Lá ele descobre, né, o fotógrafo local e seu estúdio, se encanta por aquilo e começa a namorar essa atividade da fotografia, pede para se tornar um aprendiz ali, e é aí que a coisa começa. Com 13 anos, ele já tem um estúdio de fotografia próprio. Eu vou contar um pouco, pedir para que a apresentação entre aqui na tela, por favor. E o que me foi pedido é que eu fizesse um apanhado um pouco da trajetória, das obras, não é, do trabalho do Fossô, para que depois a gente pudesse conversar, mas tendo feito um voo de pássaro um pouco pela sua carreira e pela sua produção. Então, vamos colocar a apresentação aqui. O Fossô, então, começa como aprendiz e, a partir de 74, quando ele já tem esse estúdio próprio, ele vai fazer retratos para os clientes que o procuram
E quando sobra filme, no horário da noite, quando não tem a procura da clientela, ele começa a fazer autorretratos, né? E são experiências muito interessantes, né? Posadas, construídas, de alguém muito jovem, né? Desse corpo jovem se procurando, de certa forma, dentro dessa produção, né? E o Fossot vai dizer que uma das influências para esse trabalho são as revistas americanas que chegam às suas mãos, levadas até a República Centro-Africana por voluntários do Peace Corps, que iam até o país para fazer trabalhos com os pigmeus e observá-los, etc. Então, uma fonte imagética do que vai nutrir o seu olhar nesse momento são essas revistas. E, dentro do estúdio, ele vai construir cenários, né? Vai criar uma ambiência para cada um desses personagens de si mesmo, né? Que ele vai nos mostrar nesses registros, né? Então, nas revistas, ele vai estar muito atento à imagem dos negros americanos, né? Nesse momento, dos anos 70, que são imagens muito afirmativas, né? De uma ocupação do espaço público, de uma moda própria. E também ele vai se interessar pelo cantor nigeriano camaronês Prince Nico Mbarga, que é uma imagem de referência para ele também, né? Essa ideia dessa imagem contemporânea, né? Pop, digamos, de certa maneira, né? Então, ele vai construindo um vocabulário visual, né? Muito próprio, muito interessante para si, né? Que destoa, de certa maneira, de imagens esperadas da África ou da fotografia de estúdio africano, que começa a ser cada vez mais conhecido fora da África, né? Então, dentro dessa experimentação com a própria figura, ele vai usar figurinos diferentes, né? Vai variar os fundos, mas vai trabalhar sempre com a fotografia preto e branco, isso pelo menos no período inicial, né? Ele demora a se interessar a trabalhar com a cor, né? Já no final dos anos 90, ele é convidado pela cadeia de lojas, pela loja de departamento Tati, em Paris, que vai completar 50 anos, e resolve fazer um convite para diferentes fotógrafos para fazer uma exposição no Museu de Artes Decorativas. E além dele, como artista africano, haviam outros também, como o Seydou Keita. E o convite era um pouco para recriar esse estúdio fotográfico africano, mas, na verdade, Fossot tem o desejo de levar algo que pudesse mostrar aspectos menos conhecidos de uma imaginação africana, né? Então, o que ele vai fazer é mostrar uma série de personagens que ele constrói, como o homem de negócios, o pirata, o roqueiro, a burguesa e o golfista. Então, aqui há uma mudança, né, no seu modo de produzir, surge de novo a sua própria figura, mas aqui imantada, né, por acessórios e figurino para possibilitar a construção de personagens, né, em outra chave. Era uma proposta, a princípio, até um pouco comercial, né, que é transformada num momento de salto e de transformação da sua produção artística. Depois, Fossot vai produzir uma série, que eu vou pedir que ele fale um pouco mais para a gente, em seguida, que é a série Mémoire d'un ami, Memória de um Amigo. Essa série se refere a um acontecimento do ano de 1997, quando está lá um vizinho seu, residente na República Centro-Africana, é assassinado pela milícia do país. Então, ele revisita esse momento nessa série, em que ele se apresenta num ambiente fechado, como quem se esconde, foge, tenta ouvir os barulhos, teme a entrada de alguém, nesse momento, não é, de grande tensionamento.
E a gente vai voltar a essa série daqui a pouquinho. Essa imagem que vocês estão vendo é da série O Sonho de Meu Avô. E trata-se aqui do avô de Fossó, que vai ser a pessoa primeiro que o cura, porque Fossó diz que ele nasceu com uma paralisia de membros. E que esse avô, que tinha esse papel de ser uma figura de cura e de liderança também na sua comunidade, residente na Nigéria, é o avô materno, ele vai curar o Fossó dessa paralisia, né, a partir dos seus procedimentos. E ele tem esse vínculo tanto com o avô como com a avó, tanto que, quando ele começa a fazer as fotografias de estúdio, essas que eu mostrei para vocês em preto e branco, ele as produz para que elas sejam enviadas para sua avó, né, que quer saber se ele está bem, né, como ele está nesse contexto gerado por uma situação de exílio, né, inicialmente. E esse avô, então, imagina um futuro para esse jovem Fossó, que seria o de seguir os seus próprios passos. E ele começa, então, a iniciá-lo para que ele se torne também um curador e uma liderança. Então, nesta série, Fossó ele volta, né, à Nigéria em 2003, e ele vai retomar esta ideia, esta presença, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, entendendo melhor como essa série se compõe. Depois, na série Espíritos Africanos, Fossó vai olhar, embora a série se chame Espíritos Africanos, e tanta coisa pode ser imaginada a partir desse título, ele vai olhar para figuras de grande expressão no contexto da diáspora atlântica. Então, de novo, utilizando o próprio corpo, ele vai se transformar nesses personagens. Aqui a gente vê Angela Davis, a gente vai ter Martin Luther King, tanto nessa imagem como em outra, que é um mugshot, de quando ele é preso. Então, são figuras também como Tommie Smith, que é aquele atleta americano, um deles que, durante a Olimpíada de 68 no México, vai erguer o punho enluvado, fazendo a saudação do poder Black Power, né, do poder negro. E vai também olhar para lideranças, figuras importantes na cena política africana, como o Nkrumah, um dos fundadores do panafricanismo, também para o Senghor, que vai ser presidente do Senegal, e para o Aimé Césaire, esse importante poeta, ensaísta, intelectual da negritude, né? Fossó também vai propor uma reflexão sobre a presença chinesa na África. E essa mereceria atenção, essa presença em especial, por talvez ser uma tradução de um novo modo de ocupação e de exercício de poder dentro dos territórios africanos, depois das independências, né, das nações africanas. Uma nova versão colonial, né, podemos dizer assim, e que traz no seu bojo ameaça aos sistemas naturais, ao meio ambiente, que, enfim, se tem a perspectiva de uma exploração não responsável ou consequente, né? Para falar dessa presença, o Fossó vai olhar para os retratos feitos de Mao Tse-tung, esses retratos que se tornam onipresentes durante o seu governo na China e que o transformam numa figura quase mítica, né? Então, ele pega esses retratos e os reelabora, né? São os retratos feitos entre 36 e 39, que é justamente o período dessa ascensão e do apogeu e até do que dá início à Revolução Cultural na China. Aqui a gente tem uma foto feita, eu não vou trazer em outros casos, apenas nesse, uma imagem de referência que esclarece um pouco essa fonte da onde ele está partindo, né, que é o retrato do Mao Tse-tung feito por seu fotógrafo oficial, o Hou Bo,
e é feito em 1954. É claro que há diferenças, né, durante esse processo de apropriação que Fossot vai fazer. Ele, por exemplo, não se situa numa praia real, ele cria uma ambientação e um cenário, mas reproduz vários elementos compositivos, como esse movimento, por exemplo, que o casaco faz, né? Essa é uma imagem bastante interessante, porque, ao recuperar esse retrato no campo, né, que seria desse mal camponês, ele está, na verdade, tocando num momento muito importante da história chinesa, que foi quando se implementou o grande salto à frente, e que se tinha como objetivo trabalhar a arquitetura tanto de uma maneira coletivizada como também industrializada, e foi um enorme fracasso, embora o discurso do país permanecesse falando dos avanços e dos benefícios desse plano, e houve a morte de algo entre 35 e 55 milhões de pessoas. Foi a maior morte em uma crise única, fora de uma situação de guerra, na história da humanidade. As pessoas morreram de fome, houve um alto índice de suicídios, houve aqueles também torturados, executados, e aqueles que morreram de exaustão pela demanda do trabalho, né? Então, na verdade, é uma imagem que nos revela o outro lado, ou nos encaminha para pensar sobre o outro lado da moeda, né, dos planos e dessas figuras também. E depois quero voltar a falar um pouco, porque há também uma imagem de um governante africano que se declara imperador e que vai trabalhar a sua imagem de maneira também muito assertiva e que valeria a pena a gente pensar aqui num paralelo, né? Essa é a série Allons enfants, que é o início, não é, da Marselhesa, que é o hino francês, Allons enfants de la patrie, e ele vai, então, associar essa frase, né, do hino a essas figuras de negros incorporados a corpos militares, né, indípticos, via de regra, né? E, já que estamos em meio à Copa, vale comentar que, no primeiro jogo em que a Marselhesa foi tocada durante a Copa, né, o Karim Benzema, membro da seleção francesa, se recusou a cantar o hino. Ele, que é de ascendência argelina, ele se recusou porque há uma passagem no hino que fala sobre o sangue impuro, né? Le sang impur, que é o sangue que deveria, na verdade, correr pelas trincheiras, apenas o sangue desses outros, os não franceses, né? Que é algo que vem falar, embora o hino seja do século XVIII, que está muito presente no discurso de extrema-direita, não é, em governos europeus e na França, Le Pen, por exemplo, durante os anos 80, que vão negar a identidade francesa para os imigrantes e para os seus filhos também, né? Então, essa é uma série muito interessante para a gente também poder pensar essas questões. Essa série, 666, né, 666, é uma série que é composta por 666 autorretratos que foram impressos em polaroid de grande formato. Todos eles juntos foram exibidos no Quai Branly, em Paris, e também há um livro, e a gente tem esse volume aqui na biblioteca, que mostra toda essa série de retratos, que são essas vistas próximas do rosto, com variações de expressão, né, que são muito impressionantes. Eu gostaria muito, o Tiago pôde ver a exposição na França, seria uma exposição muito interessante, né, para poder ver esses retratos em contexto, né? E a gente fala daqui a pouquinho um pouco mais, ouvindo Fossot sobre isso, né? E a última série que eu vou trazer é a série do Papa Negro, lembrando que, entre os continentes, aquele que tem o maior número de católicos é a África. E, no entanto, não há nada na estética que caracteriza a religião que aproxime, não é, ou que se aproxime das culturas e dos modos africanos.
A maior parte dos papas na história é italiana. Nós vamos ter um papa polonês, João Paulo II, Ratzinger, alemão, agora um argentino, latino-americano, Papa Francisco. E vamos poder perguntar aqui para o Fossô se trata de uma previsão, não é? Parece ser um exercício, em certa medida, um exercício de afrofuturismo, né? Então, Fossô, termino essa introdução sobre as suas obras e selecionei algumas imagens para a gente poder te ouvir um pouco mais. A primeira seria essa, que fala, que é da sua série Estilo de Vida dos anos 70, e que foi produzido no seu estúdio fotográfico, o Estúdio Photo National, em Bangui, né, na República Centro-Africana. Você fala, Fossô, desse não ter sido fotografado quando criança, aos 3 meses, como algo que fez parte desse impulso de uso e de encantamento com a fotografia. Você poderia contar essa história um pouco para a gente, por favor? Au fait, la photographie dans l'année 70 que je faisais le studio commercial, comme tous les studios photo africains. Et c'est pour avoir moyen de vivre. Et donc, à partir de là, je me faisais ma photo personnelle pour envoyer à ma grand-mère, et que j'avais laissé, comme vous venez de dire, je vous ai bien écouté. J'ai envoyé à ma grand-mère que j'ai laissée au Nigeria après la guerre Biafra, comme amenée en Centrafrique. Elle s'inquiétait d'abord par rapport à ma vie. Et quand j'étais venu photographe, j'ai eu le studio. Ma première pensée, c'est de faire la photo, envoyer à ma grand-mère pour qu'elle ne soit pas soucieuse, et puis j'ai peur qu'elle ne meure pas à cause de moi. Donc, je faisais la photo à toute série pour lui montrer que je vis bien, qu'elle ne s'inquiète pas. Donc, c'était le début de faire l'autoportrait. Je faisais même, comme vous voyez là, qu'elle me voit au corps nu aussi. Et puis, en tout, et de mode pour savoir que d'abord ma propre corps a bonne santé et les habillements, je ne manque pas, je m'habille bien. Et mon corps est sain. Je ne suis pas maigri par rapport à la souffrance qu'on a vécu la guerre. Pendant la guerre, c'est tout ça. Eu encontrei uma referência ao fato de que as crianças, via de regra, seriam fotografadas na Nigéria quando completam 3 meses, algo do costume, né? E que Fossô não foi fotografado por ser uma criança que tinha uma paralisia. Então, não se desejou fotografá-lo, né? Ele foi negado esse registro. E isso vai aparecer, né, como um desejo de autorrepresentação, com esta possibilidade, com este poder que ele franquia a si mesmo durante a produção da sua obra, né? A sua primeira fotografia vai ser feita, a primeira vez em que ele aparece numa fotografia vai ser quando ele já tem 10 anos de idade, né? Essa é uma imagem que eu acho que é bastante emblemática da série Tati, da série que foi feita por convite da loja parisiense, né? E, dentre os fotógrafos que foram convidados, estavam, por exemplo, Martin Parr, a Sarah Moon, o Seydou Keita, Malik Sedibé. E, como eu disse a vocês, a ideia primeira era que se reproduzisse aquilo que estava sendo conhecido como o estúdio africano, né, que se recriasse isso, né? E ele faz outra coisa completamente diferente. Dentre as personagens criadas, eu destaco aqui essa, Fossô, que você denominou a mulher liberada dos anos 70. Conta um pouco, por favor, o que ela significa. En fait,
Au fait, c'était pour moi, bon, j'ai de quoi faire. Je cherchais le moyen. Mais par hasard, quand Maison Tati avait d'abord l'envie de faire son anniversaire, ça sera 2000. L'anniversaire du magasin Tati aura dû avoir 50 ans à 2000. Alors, il nous a appelé, d'abord 3 photographes africains, Samuel Fosso Malik Sidibé et Seydou Keïta. On était venus d'abord, il nous a dit qu'il y aura 50 ans dans 2000. Donc, il nous a anticipé de venir pour préparer cette année. 2 ans avant, il nous a appelé qu'il y aura aussi 5 ans. Sur les 50 ans, il y aura 50 photographes qui seront invités. Alors, lui doit appeler d'abord l'Afrique. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que M. Fabien Waki, il est d'Afrique. Et commence l'Afrique. Donc, on nous a appelé, on a fait la photo. Au moment qu'on faisait le studio, on nous a dit de faire le studio comme d'habitude, comme le fait en Afrique. Seydou devrait aller aux États-Unis pour signer son livre. Donc, c'est lui qui a fait avant. Et Maliki a fait le même studio. J'ai demandé la directrice et photographe qu'on nous a donné. Je lui ai dit, mais moi je ne fais autoportrait. Et on me connaît autoportrait dans le studio. Mais comment je préfère faire ce que j'ai ressenti. Par rapport, je dois faire autoportrait et en parlant ce que j'ai envie de faire. Elle m'a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tati a moyen. J'ai dit, bon, d'accord, tac, anticipé. D'abord, je vais faire une femme américaine libérée dans l'année 70. Et après, pirate parce que je sentais que les découvertes occidentaux en Afrique, il avait aussi des problèmes de traverser. Il y avait des voleurs qu'on appelle des pirates, des mers. Et je me suis rappelé quand j'étais en Espagne, le maire de Barcelone nous a montré les cantines Christophe Colombie. Et quand il partait aux États-Unis pour découverte, il y avait les caisses qu'ils mettaient l'air bien, et on ferme les cantines, on les donne le maire la clé, et puis ils prennent les clés. En cas de quoi, si les pirates les tuent en route, et la famille va récupérer ça à la mairie à Barcelone. Alors, j'ai pensé de faire des pirates, des voleurs de haute mer, et c'est ça que j'ai fait. Et Rocker, après Rocker, parce que Rocker, c'est la vie yéyé pour les Occidentaux dans le temps. Et j'ai fait maintenant une série de businessmen. C'est une idée à hasard comme ça. J'ai dit businessman parce que je sentais que les hommes d'affaires qui ont les moyens, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur famille proprement à la maison. Ils sont toujours en voyage. Et comme je le fais à présent, je voyage, je laisse ma famille à tout moment. Donc, il y a un manquement d'éducation des enfants entre papa et maman. Et j'ai pensé maintenant le chef d'Afrique qui a fondé l'Afrique. Parce que ma grand-mère, pourquoi il m'a dit ça? Après ma guérison, j'étais un peu crapule, je suis turbulent, comme le vent qui bouge les vieux comme ça. Et ma grand-mère m'a dit, ce que tu fais là, si c'est le temps d'esclavage, ton père devrait te vendre. Parce que ce qu'ils font, l'enfant qui fait des bruits après l'esclavage, les blancs ne viennent plus, ils ont des places pour vendre. J'ai été même visiter la place. On va me vendre là-bas. Il faut être calme. Et c'était comme ça, j'ai dit, bon, si après les Blancs ne venaient pas,
Et notre propre parole de vendre les enfants aux chefs d'Afrique. Donc cela veut dire, nous, les chefs africains, complices dans le temps de vendre des enfants pour revendre les Européens. Et j'ai vu maintenant le chef d'Afrique qui a vendu l'Afrique. Et c'était ça. Donc c'était toute série de tati là, ces histoires, ma première idée d'avoir, avant d'aller maintenant, quand on était aux États-Unis, on parlera ça après. Merci. Eu acho que a gente podia mostrar um pouco mais de imagens da série da Tati, em especial essa, que é a que mostra justamente esse líder africano que vendeu as terras para os colonos, né? Isso está naquela apresentação que eles mandaram. Uhum. E olha, exatamente. Então ele comentou um pouco sobre essa obra, né, que faz parte da série, que pode ser pensada, né, numa história imaginada sem a colonização. Ele mostrou, ele falou do o pirata, acho que eu tinha mostrado. Aos colonizadores. Qual que tem aqui? Essa a gente tinha visto. Ele faz mais de uma versão, né? E é interessante essa personificação também de figuras femininas, o pirata e o roqueiro, né? Então é uma série bastante interessante. E quando você segue produzindo, né? Você volta para outra apresentação, por favor. Essa é uma figura, não é, Fossô, que você fala dessa mulher como um sonho, né? Uma possibilidade de sonho, de liberdade em muitas dimensões, né? Em muitos sentidos. Au fait, la femme américaine libérée dans l'année 70 est très importante parce que moi, je constatais par rapport à la guerre que j'ai souffert, la guerre Biafra, après la maladie infantile. Et de là, j'ai senti que cette guerre, normalement cette guerre Biafra, n'était pas la guerre des propres Nigérians. C'est la guerre de pétrole entre Français et l'Anglais. Parce qu'il faut savoir, normalement, les Anglais supportaient le Nigérien et les Français supportaient les Biafra. Et c'était comme ça. Et comme on dit en Afrique, quand des éléphants se battent, ce sont les arbres qui souffrent. Le pauvre Nigérien sont les arbres qui souffraient, on piétinait. Moi-même, j'ai souffert dedans, en enfance dedans, jusqu'à être nu au moment où je partais, parce que ma mère était morte pendant la guerre même. Et j'étais élevé par ma grand-mère et mon grand-père. Et en tant que femme souci, ma grand-mère, d'abord ma grand-mère m'aimait beaucoup, plus que ma mère. Et là, on passait même, il y avait des corps fraîches tués, parce que j'étais complet, je n'avais plus de rien. Ma grand-mère enlevait cet habit de ce corps. Moi, je suis un enfant, mais c'est un grand homme déjà. Mais tout simplement pour me faire couvrir, il m'a fait porter ça comme des grands boubous de musulmans. Et on continue. Au moment donné, elle me disait, est-ce que on parlait de l'histoire de cette guerre, hein? Est-ce que ça va finir? Est-ce qu'on vivra un enfant? Donc, je vois ça et je sentais le problème d'esclavage aux États-Unis. Au moment de l'année 70, je voyais le film Kunta Kinte. C'est un film américain qui paraît, qui montrait le film américain, comment les gens souffrent, les Noirs souffrent aux Amériques. C'est là que j'ai appris même le premier qui a été libéré, qui s'appelle Chicken George. Dans le film, il s'appelle Chicken George. Alors, je voyais même une fois une maman africaine très vieille, et passait même. La femme, le petit enfant qu'il a vécu, son ami en enfance, a craché, il a donné de l'eau, il craché ça pour donner à cette dame. Il a voté,
Et bien, bon, c'était bon, j'ai pensé ça. Je dis, bon, comment il y a l'esclavage est diminué, la ségrégation est toujours là. Et en plus, et je vois dans l'année 70, à ma carrière photographique, artistique, je dis non, il faut faire une femme américaine libérée parce que quand même, elle est un peu libérée. La femme américaine est un peu libérée par rapport aux ancêtres avant. Et quand je me rappelle, quand j'ai été exposé sa première fois en Amérique, à New York, et les hommes américains noirs me demandent, mais pourquoi tu ne penses que les femmes, mais les hommes aussi ont beaucoup souffert? Je dis, mais d'abord, il y a deux raisons. Première raison, c'est la femme qui souffre et qui nous a mis au monde et qui nous continue à nous élever et qui souffre à la maison. Ils sont toujours en souffrance. Je ne peux pas parler de ce que ma grand-mère m'a fait pour moi. Et deuxième, moi financièrement, quand j'aurai le moyen, je penserai ce qu'on appelle en général, là j'ai fait après, African Spirit. Et tous les hommes des droits civiques, d'indépendance surtout. Et c'était ça. Nessa série dos espíritos negros, né? Quando você escolhe esses personagens de importância política no contexto americano, no contexto africano, me dá a impressão que você está vendo de uma maneira integrada. Tá baixinho? Tu n'écoutes pas? Não? Oui. Quando você escolhe os personagens da série Espíritos Africanos, e escolhe americanos e também personagens da história africana, me dá a impressão que você está vendo de uma maneira conectada, de uma maneira integrada a experiência negra nos dois lados do Atlântico, de certo modo, né? Como foram um pouco essas escolhas? Porque elas também resultam numa produção que parece ser mais teatral, talvez um pouco mais dramatizada. É isso mesmo ou não, Fossô? C'est votre point de vue. Je suis noir, tu es noir, je ne sais pas si tu es américain ou tu es africain. Mais on est tous africains. Moi, je ne compte que la couleur. Après tout, tous ces Américains noirs qui sont là, d'où venaient qui les a importés ici? Et qui les a... Ils venaient de l'Afrique. Si je me rappelle même dans l'esclavage, par rapport à l'histoire, j'écoute. Passer par l'Afrique, en France, en particulier, je connais bien. D'abord, l'ambassade n'existait pas. C'est grâce à la vente des esclaves que la France a créé l'ambassade. L'ambassade, c'est langue française. Pour faire le commerce entre les États-Unis et la France. Donc l'ambassade a été créée à cause de l'esclavage, pour le trafic d'esclavage. Comment je peux prendre, parce que, pourquoi vous faites la différence? Moi, je ne fais pas la différence entre un noir américain et un noir africain. On est toujours le même. C'est le sang. Si on prenait le sang, on trouverait des familles en Afrique qui ont même le sang d'Amérique. Donc je ne fais pas la distinction. Moi, tous les noirs africains, soit ils sont en Amérique, soit ils sont importés comme des marchandises, comme on importe des habits, qu'on importe de quoi. C'est l'importation. Et quand ils sont arrivés, comment je peux faire la différence? Je ne fais jamais différence de ma couleur. Je dis, quand je passe d'abord, je quitte au Nigeria pour aller au Cameroun, si on m'appelle étranger, ça m'ennuie. Mais je dis souvent, une fois je prenais un cours en anglais à l'ambassade des États-Unis, c'était en 1980. On dit les étrangers paient 6 000 et locaux paient 2 000 francs. Et
le professeur de centre culturel de Martin Luther King était là, je payais 6 000 comme les locaux en Centrafrique. Après, ils ont changé ça, j'ai demandé le directeur, on m'a dit nationalité, je dis africain. On l'appelle maintenant le directeur, il dit quoi? Je dis, je suis africain, je ne sais même pas, je ne sais pas si je deviendrai artiste ou quoi. Le directeur est sorti, il dit, mais il ne veut pas donner sa nationalité, il dit, il est africain. Et d'ailleurs, je le connais, c'est un vieux de l'école ici. Mais il me dit, mais vous êtes Camerounais? Je dis, je suis africain. Les étrangers, il y a 4 étrangers que je connais, je l'ai dit ça. Il y a le blanc, il y a le noir, il y a le jaune, il y a le rouge. Les rouges, c'est les natifs américains, qu'on appelle les Indiens. Les jaunes, ce sont les Asiatiques. Les noirs, les Africains. Les blancs, c'est l'Occident. Mais en Europe, comment vous, je suis en Afrique, vous m'appelez étranger, je dois payer comme les Centrafricains paient. Elle a dit, laissez-lui payer comme ça. Et je le paye. Donc, tout simplement pour vous dire que si vous êtes du Nord en Amérique, à Brésil, tous les continents américains, vous êtes africain. Si vous voulez ou pas. Je l'ai dit ça à Houston récemment. Vous êtes toujours africain, vous êtes noir. Si individuellement vous voulez faire différence de votre corps, tant pis pour vous. Mais moi, je considère tout black comme africain jusqu'à ma mort. Merci. É isso que eu ia pedir mesmo, palma de quem aqui se identifica como africano igualzinho ao Fossô. Eu queria passar agora para essa obra, essa ainda é dentro da série Espíritos Africanos, né, Muhammad Ali, para essa série Memória de um Amigo, Mémoire d'un Ami, que é uma série bastante forte e que eu queria perguntar, Fossô, se você... É uma série que é tão política quanto ela é pessoal, né, parte de uma experiência muito próxima. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa escolha por esse momento, dá a impressão que você volta para algo muito traumático, que, ao mesmo tempo, você... Oui, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Okay. Oui. Parce que porque eu penso que é uma obra que trata de uma experiência que você mesmo viveu, mas, ao mesmo tempo, que faz referência a um momento político, a algo maior, né? Então, queria que você comentasse um pouco essa obra, por favor, essa série. En fait, cette série Mémoire d'un ami, c'est un voisin dans mon studio. Et puis, c'est un Sénégalais, il a son magasin à côté de mon studio. Ce n'est que le mur qui nous barre dans ma chambre et lui aussi. Il y avait des conflits de coups d'État qui étaient passés. Et ces coups d'État étaient passés. Après, en Afrique, c'est comme ça. Le coup d'État n'a pas reçu, n'a pas avoir lieu. Donc, le président s'est fâché. Il donne les armes aux soldats et militaires qui sont en train de rentrer avec les armes, dormir à la maison. Or, ce n'est pas normal. Et la nuit, ils prennent les armes là, pour aller braquer. Braquer, spécialement ce qu'on appelle les étrangers, dans le magasin, en tout. Et là, une nuit, comme ça, j'ai commencé à entendre le bruit, je me suis réveillé. Je croyais que peut-être c'est des souris ou bien des pois qui fait craquer, chercher à manger. En fait, je commence à attendre de voir. Le sommeil, je commence à avoir peur. Je me suis réveillé brusquement, le sommeil disparaît. Et puis je commence à entendre, amène l'argent. Si tu n'amènes pas l'argent, tu tues. Et je dis, l'affaire est sérieuse. On commence maintenant mais je dis, bon, il y
Ils sont venus même en 4. Il y a 2 dehors et 3 et 2 à l'intérieur avec lui. Je me suis réveillé pour dire, il fait chaud habituellement. Je ne suis pas habitué de dormir ni les habits dans mon studio parce qu'il fait chaud. Et je me suis réveillé sans contrôler mon corps ou bien je suis nu. Et j'ai essayé d'ouvrir la porte pour aller voir ce qui se passe. Une chose m'a dit, non, reculez, parce que c'est le moment des conflits militaires. Peut-être ce sont des armées, des voleurs, mais armés les militaires, des ministres surtout, auprès de tout proche au président de la République. Et je me suis rendu compte que c'est dangereux. Je me plante mes oreilles sur la porte pour attendre. Je commence à écouter et ils ne voulaient pas donner l'argent. Ils disputaient ensemble. Et on attend, on l'a tiré. Il est tombé, ils sont déjà sortis dehors. On l'a tiré, il est tombé. Ce que j'ai entendu, aïe! Et puis c'est tout. Couper la respiration. Alors, après, ils sont partis. Je sens qu'ils sont partis en regardant le trou de clé de la porte. Je sens qu'ils sont sortis. J'ai ouvert la porte, je l'ai trouvé, j'ai crié qu'on a tué mon ami, mon voisin, et moi, les gens sortent. Et c'était comme ça. Et comme on m'a demandé de faire le travail, workshop à 4 parallèles en Centrafrique, financé par Afrique en création, quoi. Je suis parti à 4 parallèles, frontière du Cameroun, en Centrafrique et au Congo. Et c'est là, la Syrie, c'est là les Vietnamiens coupent de bois pour emporter en Europe, quoi. Et là, quand on travaillait, je ne savais pas ce que je dois faire. J'avais toujours, bon. Fin de fin, je baladais voir, parce que c'est la zone des Pygmées, c'est leur village. Et je regardais les films. Et à peu près, je me suis rentré, je me suis posé la question, pourquoi de ne pas faire le mémoire d'un ami? C'est-à-dire de faire une photo qu'on peut les rappeler, parce que je n'ai pas pu les sauver. Compte tenu, je ne suis pas armé aussi, et je ne peux pas, donc il faut quand même faire le mémoire, de raconter l'histoire, ce que ça a passé, comme j'ai l'habitude de raconter ma propre histoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer dans ma chambre moi-même. Je prends mon appareil et je me filme, je fais. Même mes collègues disent, mais tout reste toujours à la maison, tu dors. Comme je dit, je regarde toujours téléphone. Alors, je dis, mais je sais rien, je sais quoi faire, mais j'ai passé à filmer des pygmées, puis je reviens. Alors, je travaille toujours chez moi, parce que c'est moi-même. Je ferme la porte et croyez de ça pas ce que je fais à l'intérieur. C'est après que j'ai fini maintenant, j'ai donné l'Afrique en création, voilà, le mémoire d'un ami j'ai fait. Le mémoire d'un ami, ils ont regardé, ils disent, mais c'est très bien. Et ça, ils ont amené maintenant en France pour exposer, exposition collective. Donc, l'affaire était comme ça, était passée comme ça. Ce qui m'a motivé de faire ces photos-là, c'est l'accord de Dieu. C'est le malheur en tout cas. Sim, e nessa imagem particular, eu tenho a impressão que nós somos implicados, nós somos envolvidos no que aconteceu pelo fato dele olhar para nós, né, através desse espelho que ele leva na mão, né? Isso nos faz entrar, talvez, mais na cena e nos fatos, né? Somos talvez cúmplices de alguma maneira, né? Queria ir agora um pouco para essa série do sonho de meu avô, em que você faz uma caracterização, são 3 linhas de caracterização, Fossô, me parece, dentro desse trabalho, né? Essas imagens em que o personagem, a partir do seu corpo, está coberto, não é, com essa substância vermelha, manuseando essas tigelas. Há também esse outro personagem que dança e que tem essa grande faca, não é, ou essa espada, e com roupas também típicas e específicas, né, de vivências da Nigéria, e também um conjunto que vai mostrar essa representação
numa chave de autoridade e de liderança, né? Eu tenho a impressão que uma delas, talvez essa segunda, se relacione também com rituais que estão relacionados à despedida, no caso de falecimentos na família, né? Então, é uma série em que você retorna de maneira mais efetiva para essas raízes também nigerianas que você tem. Como é que você construiu essas imagens? A partir de que referências? E eu pergunto isso porque é muito fácil olhar essas imagens e pensar nelas aparentadas a todas essas imagens produzidas da África, com interesse antropológico e primitivista. E aqui é uma outra coisa, né? É algo que é biográfico, é algo que é próximo, é algo que é experimentado e que é vivido. Você poderia contar um pouco, por favor? La mémoire, le rêve de mon grand-père est très important pour moi, et plus l'histoire me concerne, c'est mon corps propre même. D'abord, mon grand-père, quand j'étais né au Cameroun, je n'ai pas pu marcher pendant 2 ans, voire 3 ans. Le médecin moderne n'a pas pu me faire guérir parce que j'étais paralysé de 4 membres, des pieds, 2 pieds et 2 mains. Alors ma mère, comme on parle toujours, les femmes, est plus souffrante. C'est ma mère qui s'occupe, ça lui s'embête plutôt par rapport à mon père. Donc ma mère a trouvé une solution de me ramener à son grand-père, à son père qui est guérisseur, qui est mon grand-père. Et quand il m'avait ramené au Nigeria, il m'a présenté à mon grand-père. Il expliquait comment ceci, cela. Mon grand-père l'a répondu, c'est vraiment que cette maladie vient de la main de Dieu. Ça serait impossible à guérir. Mais si ça vient de sorcellerie, qu'elle ne s'embête pas. Mais avant tout, pour ça, là, il fallait consulter, voir là l'origine de la maladie vient d'où. Et c'est comme ça, mon grand-père, après 1 semaine selon ça, il a dit, ma mère, cette maladie n'est pas la main de Dieu, ça sera guéri. Et c'est comme ça qu'il commence à faire le processus en demandant à ma grand-mère c'est quel sacrifice qu'on doit faire avant de commencer les procédures de guérison. Et c'était comme ça, j'ai été guéri. Mais après, je me suis guéri. Ma mère voudrait me ramener au Cameroun. Et c'est là que ma grand-père a dit non, il ne peut plus rentrer au Cameroun. Et il sera avec moi jusqu'à... Il ne peut pas. En attendant, ma mère était encore là. Elle n'a pas pu rentrer aussi au Cameroun. Donc, il restait quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines. Donc, le chemin était barré parce que la guerre du Biafra a démarré déjà. Donc, elle ne peut plus rentrer. Quand on était ensemble jusqu'au mois qu'elle était morte, et la guerre arrivait à notre village, et on était partis ensemble, moi et ma grand-mère et mon grand-père, on a quitté notre village. Et l'objectif de mon grand-père était de son premier fils, petit-fils. Donc, et tous ces gens-là qui sont déjà partis en grande ville ne peuvent pas respecter la loi de traduction du village. Donc, pour m'éduquer, il ne faut pas qu'on me laisse partir ailleurs, hors du village, pour ne pas atteindre de mauvaises choses ailleurs que le village.
Et c'était comme ça, la guerre était passée. La guerre a commencé, on a vécu la guerre dans 3 ans en bourse. On était revenu en 70 et ça n'a pas duré, il est mort. Cependant, mon oncle était encore au Cameroun. Et quand mon oncle était au Cameroun, croyait qu'on est tous déjà morts. Mais par contre, il y a l'un de qui vivait au Cameroun qui était venu au village. Et ma grand-mère appelait quelqu'un, on l'a écrit une lettre pour le remettre. Et comme ça, on l'a amené et dit, ah, donc, il a dit, voilà, la lettre que ta mère m'a envoyée. Et ton petit est toujours là. Et comme ça, il est débarqué, il est venu maintenant au village. Et il nous a vus. Il a demandé à ma grand-mère, comme la condition, on vit encore par terre, il n'y a pas de maison, est-ce qu'il peut m'amener? Et ma grand-mère a dit, bon, qui peut m'amener? Par contre, son père, parce que mon grand-père, je l'appelle papa, son père n'est plus là, qui le retenait, vous pouvez l'amener par rapport à la condition de vie qu'on a. On vient de sortir à la guerre en 2001, en 91. Et comme ça, il m'a amené au Cameroun jusqu'au Nigeria. C'est là que la carrière a commencé. Donc, le fond de mon grand-père, l'héritage, c'est pour l'hériter. Quand vous l'avez dit que je sois guérisseur comme lui, et je ne serais pas sorti aussi. Et c'est ça le principal, le rêve de mon grand-père. Le rêve de mon grand-père, pourquoi pour moi j'ai dit rêve de mon grand-père? Parce que mon grand-père, ce qu'il proposait, me dit à disposer. Et c'est parce que s'il était vivant ou puis j'étais grand, je ne serais pas là avec vous. Et je serais au village toujours pour guérir les autres. Vous êtes notables comme il était. Et c'est ça. Et les gens, toujours, quand j'arrive, ils demandent toujours que je reviens parce qu'il n'y a pas quelqu'un solide pour obtenir. Votre grand-père dit que vous devrez être ici. Je dis, mais c'est trop tard, je ne peux plus. J'ai commis déjà des péchés. Nós podemos agora falar um pouco sobre essa série, 666. Então, esse 666, que para o Fosson é o número do infortúnio, que talvez se relacionem com todos esses eventos tão fortes e tão marcantes que aconteceram na sua vida, né? Desde a doença da infância, a guerra de Biafra, os confrontos do ano 2014, quando ele perde um amigo, quando a sua vida também fica em perigo, né? E ele vai, então, produzir essa grande série, né? Como foi poder ver, Fossó, essas 666 fotos na exposição do Quai Branly? Deve ser muito interessante poder vê-las presencialmente. Conta um pouco como você elaborou essa exposição. 666, je pense que ces chiffres se trouvent dans la Bible. Ceux qui croient à Dieu, ceux qui côtoient l'Église, peuvent savoir ce que ça signifie. 666, les chiffres du diable. Et pour moi, ces chiffres du diable, je l'ai pris d'une autre façon et je le crois. Je le crois comment? Si vous commencez d'abord, quand je parle l'histoire, il y avait la guerre Biafra, ma maladie en enfance, et la guerre Biafra à deuxième. En retournant en Centrafrique, j'étais là tranquille. En 1979, il y avait encore des tueries, on prenait Bokassa. Après 1979, on était tranquille. Jusqu'à en 2003,
en 2003. D'abord, ça a commencé en 2003, conflit militaire. En 2014, c'est très sérieux. Et la guerre. Ma maison même a été détruite, tout est passé. Ça comptait. Le malheur me suit. Je peux dire le diable me suit, mais Dieu me sauve. On était à New Delhi. C'est le moment des volcans. Non, c'est le moment des attaques terroristes. C'est dans les, oui, à New Delhi. L'attaque à Bombay. Et mon exposition n'a pas pu marcher. À Bombay, à New Delhi. Donc, à Bombay, les terroristes attaquaient l'hôtel. Et de là, pour ne pas citer tout, je suis à Réunion récemment. Les volcans qui n'ont jamais enlevé depuis des années a été craché, commence avec des pluies graves. La terre croulait, même les montagnes croulaient. Et il y avait même, ce que j'ai entendu, il y avait même nouveaux mariés et qui dormaient. Donc, il était englouti par la terre. Et j'étais même à Réunion. Et là, je passe, il y a toujours des événements. Mais je sors dedans. Alors, et tout ça, je ramasse depuis ma vie jusqu'à derrière 2018. Je dis, mais je suis toujours vivant. Et je suis toujours libre. Je dis, mais il faut que le monde, les gens comme moi, les terriens comme moi, les êtres vivants comme moi, qu'ils prennent la vie à main comme elle se présente. Parce que la vie, là, il y a des bons, il y a des mauvais. Et croire à Dieu, il y a des bons. Dieu n'a rien fait seul. Il a fait le bon, il a fait le mauvais. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé le soleil, il a créé la pluie. Il a créé tout en tout. Donc moi, je construis ça, je dis la vie, je le prends comme elle est, comme elle se présente. Et je demande aussi les autres de croire ça. Il ne faut jamais décourager dans la vie. Et la vie est une lutte. Il y a des mauvais et des bons. Même nous, les êtres vivants, les êtres humains, on est toujours comme ça. Donc je prends la vie comme elle est. Et je souhaite les autres aussi de prendre la vie comme elle se présente, qui ne se plaignent pas. Et c'est ça, si ce n'est pas bien aujourd'hui, ça serait bon, bien demain. Et c'est comme ça, il y a la vie, il y a la mort. Donc, et c'est ça que j'ai créé, retracer l'ancienne histoire de Bible, 670, le chiffre du diable, qui peut nous sauver, ou qui peut nous faire périr aussi. Et c'est ça la vie. C'est tout. Eu só tenho perguntas aqui do público para fazer para você. Uma pessoa diz que está muito honrada de poder te ouvir e gostaria de saber que lugar você considera como seu lar, já que você é um artista migrante. Onde é seu lar? Qual o lugar, o ambiente que é mais determinante para o seu trabalho? Isso porque o seu trabalho no estúdio se dá no estúdio, o estúdio pode ser em qualquer parte, em qualquer lugar, mas qual aquele que você chama de lar? En fait, ma foyer, mon studio se trouve à Paris à présent. Donc, quand je veux travailler, je travaille à Paris à mon studio. Et ma résidence, c'est là, ma femme et mes enfants habitent, c'est au Niger, sont au Nigeria. Mais moi, ma préférence de vivre, c'est en Centrafrique, à Bangui. Là, je viens de vous rencontrer ici. Donc, je suis immigrant, je suis né immigrant, en bilan en même temps. Donc, je n'ai pas de préférence. Il suffit que là, je dors, et le matin, je me réveille, je m'en vais. Je dis merci à Dieu. Je me suis dormi et réveillé, et c'est OK. Talvez o próximo estúdio seja no Brasil. Não tem terremoto, não tem vulcão. Você vai ficar aqui numa boa.
J'aimerais bien. J'aimerais bien. Je vais demander à ma femme s'il veut vivre au Brésil avec les enfants. Je le fais débarquer, qu'il vient ici rester à São Paulo. Bom, a outra pergunta é da Ana Paula Vitório, e ela agradece a sua fala, Fossô, e ela diz: eu gostaria de saber como você entende a relação entre autorretrato e autoimagem no seu trabalho, e como as personificações se relacionam com a questão da autoimagem, propriamente. Moi, tu ne connais que moi-même autoportrait. Et donc, c'est ça, je fais l'autoportrait que je connais très bien. Et c'est dans mon sang. Le portrait, c'est en général. Je peux faire le portrait des autres comme je le faisais au studio. Et je faisais au studio le portrait des autres. Mais autoportrait, c'est moi-même qui le fais. C'est sur mon corps propre. Donc, c'est plus facile. Moi, d'abord, autoportrait, c'est plus facile à moi de faire que de faire portrait aux autres. Merci. Tem mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Primeiro, ele diz, ou ela, que trabalho incrível. Eu gostaria muito de ouvir você falar da relação do estúdio. Pensando no Brasil, o estúdio é um importante espaço onde nós podemos perceber a marcação de alteridade. Na série 666, talvez porque eu esteja olhando para isso, né, me parece que há uma relação com aquilo que chamam tipos negros. Porém, com aprofundamento de pensar o gesto, a pose, ou voltar a dar vida, essas muitas imagens iguais, o 666 tem uma relação com essa ideia? Essa é uma pergunta de uma artista que trabalha com fotografia aqui no Brasil, uma artista negra que se chama Val Souza, que está aqui presente. Se eu não expliquei direito, Val, você me fala, tá? Ela pergunta se o 666 tem, eu não li o final, tem relação com a ideia de diabo ou demônio. E ela também quer saber como é que você vê o espaço do estúdio, como que você vivencia o estúdio. É importante para você? Como você vê? Oui. Le studio d'abord, c'est très important d'avoir son studio. D'abord, c'est le lieu de rencontre parce qu'il y a permanent des clients qui viennent pour l'identité dans le temps, pour l'identité. Et parce que nous sommes un pays francophone, hein, et tout de papier, comme on dit, tout est photo. Donc, et puis il y a des amis qu'on se rencontre à tout moment, on cause. C'est ça, le studio est très important. Et puis, pour aujourd'hui, en tant qu'un artiste, et quand vous êtes là maintenant, ça devient un lieu de création, de réflexion, de créer, de continuer à créer. Parce que un artiste, normalement, a besoin d'une tranquillité, de rester seul pour réfléchir une nouvelle création. Donc, le studio est très important. C'est un lieu de solitude, seul, pour l'actuel. Et c'est ça aussi qui m'a amené l'idée, parce que je suis toujours seul, ma nature. Même si j'avais marié en 2000, elle sait que je suis toujours seul. Elle se coupe ses affaires affaires part. Elle vient d'abord le soir. Elle sait que j'aime toujours tranquillité. Les enfants aussi le savent. Et c'est une façon de réfléchir. En tant qu'un artiste, une tranquillité te permettra de réfléchir longtemps, réfléchir à savoir ce que vous voulez faire. Et donc, le studio est très important. Et c'est ça qui m'a apporté aussi l'idée pour à faire le chiffre des diables là. Et c'est important, peut-être, quand on le fait, les gens sont peurs aussi de le faire, parce que quand ça touche dans la Bible, un artiste doit savoir qu'il ne doit pas avoir peur de n'importe quoi. Tout ce qu'il a l'inspiré, il faut qu'il le fasse. Parce que dans le temps de parler, déjà, les artistes sont des fous. On les considère comme des fous. Et donc, il faut considérer ce mot folie.
C'est un artiste fou. Il faut faire des choses. Parce que vous faites toujours une chose et qui ne croit pas, qui n'est pas infaisable. Et c'est ça qui peut vous libérer d'être artiste. Faites ce que vous avez inspiré. N'écoute pas ce que les gens disent. Bom, infelizmente, nós temos pouco tempo, não sei se tem mais alguma pergunta aqui do público, vamos encerrar aqui em breve, mas eu gostaria de falar sobre uma questão que foi levantada pela Val, de como essas imagens produzidas nessa série, 666, de como ela se relaciona com fotografias, não é? Talvez as fotografias antropométricas, né? Essas fotografias de classificação do outro, né? Desse ser exótico que é documentado repetidamente, né? E eu acho que tem uma característica na produção do Fossot, que ele está sempre esgarçando as possibilidades de percepção, de representação e também de imaginação, né? E sempre surpreendendo, né, com aquilo que não é o esperado, aquilo que não é o que se repete, né, na representação, o que está presente na imaginação coletiva sobre indivíduos negros, sobre indivíduos africanos. E acho que isso aparece muito nessa série 666, porque embora haja essa repetição do rosto, né, algo que pode ser, esse rosto que pode ser observado, esse rosto que surge também documentado, há essas expressões como o sorriso que não aparecem nessas fotografias, nessa tradição de fotografia documental, né, na tradição colonial. Essas imagens em que ele aparece com os olhos fechados, portanto ocupado com dimensões interiores, não é, do seu ser, que são, via de regra, foram, né, historicamente negadas, como se os sujeitos negros não tivessem essa humanidade integral, não é, completa, uma alma que os habita. Então, ele contraria essa tradição ao mostrar justamente essas sequências de imagens em que ele está dialogando com a tradição do retrato, que busca mostrar alguém como essa pessoa mas como esse ser, como ele se dá no tempo, né? A pessoa está sendo, né? A pessoa está vindo a ser também, né? Ela vai mostrando as variações, acompanhando aquilo que a vida apresenta, né? Eu queria mostrar uma outra imagem, que é a da coroação do Bokassa, que era justamente esse governante que resolveu se declarar imperador, e, para fazer isso, ele levou várias pessoas importantes e famosas da Europa, com o apoio da França, não é? Para a República Centro-Africana, quando ele decidiu se coroar monarca daquele país, né? E eu fui retomar um pouco as imagens desse personagem, né, que resolve se fazer coroar na mesma data em que Napoleão foi coroado, que faz para si um trono, não é, no formato de águia dourado, e que nesse evento da coroação ele consome 1/3 do caixa do país, né? E quando eu via essa série que falava sobre essa representação, né, dos chineses, eu penso que é possível também, gostaria de ouvir o Fossot, é possível também pensar em possibilidades que se renovam de concentração de poder, né? Quando você faz a série que é o Imperador da África, né? O Imperador da África. Então, embora haja uma referência direta à China, fiquei pensando em que medida você está falando também que, nesse contexto pós-colonial, o poder pode ainda se concentrar, o poder pode ser utilizado de modos, talvez, perversos, né? E queria te ouvir sobre isso, por favor. Merci. Au fait, ce qui m'a attiré à Mao,
Mao, c'est on concentre, c'est comme l'Afrique est en train de recolonialiser de nouveau, mais d'une façon ou d'autre. Et je condamne aussi les Occidentaux, parce que si les chefs d'État africains essayaient d'attirer les Chinois, qui ont beaucoup d'argent, bien sûr, et qui viennent dire 50-50. Donc, il peut travailler 50-50. Vous prenez, tu prends, je prends. Et c'est là du quoi, c'est faux des Occidentaux parce qu'ils ont coupé l'aide qu'ils ont l'habitude de donner les Africains par condition à l'Union européenne et surtout en particulier en France et pays francophones. Il paraît qu'il n'y avait plus de relations bilatérales. Donc, il faut que France passe. Tout ce que France peut donner aux pays francophones colonisés par France, il faut passer à l'Occident. Donc, les choses deviennent encore très dures, good. Et qui a attiré aussi les présidents africains. Parce que la Chine a profité de cette occasion de dire, ah, voilà la faiblesse européenne, il faut profiter entre eux. Et moi, je le vois en mauvais deuil. Pourquoi? Bien sûr, nos présidents, ils ont leurs enfants en Europe, éducation en Europe. Personne ne fait pas la même école en Afrique, les enfants, tous les politiciens, ministres et présidents en même temps. Mais les pauvres qui souffrent en Afrique. Et ces pauvres-là, on les fait souffrir par la présence des Chinois. Pourquoi? On commence à vendre les terres, le gouvernement vend la terre aux Chinois. Et en plus, les Chinois, ressources naturelles africaines, et qu'ils sont en train d'exploiter, mais pas pour exporter qui est le problème. Mais le problème, au fond, c'est faire l'Afrique devient continent désert. Et il détruit les bois, il détruit tout, il ne replante pas. Et la terre africaine sera désert demain. Mais nous, les pauvres, nous, les villageois, nous, les enfants qui n'ont rien, ce n'est que la petite ressource de terre qu'on fait vivre. Mais si la terre, là, demain, Chinois va partir après avoir exporté tout ce qu'ils ont à faire en Afrique, il laissera la terre comme ça. Et les conséquences africaines, ça sera comment? C'est ça le problème de la pose la question. Je dis, mais il faut que quand même nos dirigeants pensent à ça. Ils ne pensent que leurs parents, ils ne pensent que leurs propres. Mais les pauvres, normalement, les vrais Africains, c'est eux qui souffrent. Et c'est pour cela que je dénonce quand même l'empereur d'Afrique qui vient avec son argent et nos dirigeants rentrent directement là-bas dans l'argent en laissant les pauvres en souffrance. E c'est ça, c'est à cause de ça que j'ai fait un empereur d'Afrique, Mao. Obrigada, professor. Tem uma pergunta aqui ótima. Qual seria a principal diferença entre as séries em que você faz autorretratos de corpo inteiro e 666, em que toda a retórica se traduz em expressões faciais? Você trata o rosto como paisagem, como topografia nessa série? Il y a des portraits ou tu n'écoutes pas là? Je peux parler? Ah, qual é a diferença? Tu écoutes? Qual é a diferença entre as séries em que você faz? Ah, si vous voulez, je peux vous faire je vais vous poser la question.
C'était le micro, j'entends pas. Non, c'est le micro. Je vais essayer. Ok. Qual a diferença entre as séries de retrato, em que você aparece de corpo inteiro, e 666, em que toda a retórica se traduz em expressões faciais? Você trata o rosto como paisagem ou topografia nessa série? Une chose, vous devez savoir, 666, c'est moi-même. 666, c'est moi-même. Alors, quand vous parlez African Spirit, ce n'est pas moi. Comment vous me voyez, moi, en 666, naturellement, c'est moi, sans coiffer, sans faire quoi que ce soit. Mais quand vous voyez African Spirit, par exemple, Aimé Césaire, vous saurez que c'est Aimé Césaire avec ses habits. Moi, je ne suis qu'un masque. Mais pour connaître normalement le sujet, c'est ses habits et comment il se porte et ses coiffes. Vous l'avez vu, Kwame Nkrumah. Est-ce que je suis Kwame Nkrumah? Est-ce que j'ai le cheveu taillé? Non. Je ne suis qu'un masque derrière. Mais le vrai sujet que vous voyez, c'est lui-même. Mais ce n'est pas moi. Vous voyez dans le série, là, vous voyez Patrice Lumumba. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai des barbus? Non? Je ne suis qu'un masque, je suis derrière lui. Et lui-même que vous voyez. Donc, entre les 666, c'est moi. Sans rien, c'est moi, c'est Samuel Fosso. Mais à part là, vous voyez Martin Luther King, c'est Martin Luther King. Vous voyez Aimé Césaire, c'est Aimé Césaire. Vous voyez Patrice Lumumba, c'est Patrice Lumumba. C'est pas moi. Donc, c'est ça la différence. Je ne suis qu'un masque derrière de ce sujet. Merci. Obrigada, Fosso. Agora a gente vai para a última pergunta. Fosso, você não se tornou curandeiro como seu avô queria, mas você vê um processo de cura nos seus trabalhos, para você e para quem vê os trabalhos? Et d'abord, je ne suis pas guérisseur, mais mon corps est guérisseur. Intérieurement, je suis guérisseur. Et je me guéris aussi à ceux qui s'intéressent à mes œuvres, à ceux qui voient mes œuvres. Ils sont aussi guéris. Je me rappelle, j'avais une copine dans le temps, ça fait longtemps, des années, il s'embêtait. Avant de me rencontrer, ma mère l'embêtait à tout moment. Il voyait ce que, je ne sais pas, c'est le malade comme ça, qui le voit, ma mère à tout moment qui l'embêtait. Mais à partir, c'est elle qui m'a rencontré dans l'année 87. C'est ma mère n'embête pas, elle s'enfuit. Donc, c'est grâce à mon corps qu'elle est guérie. Et à un moment de l'histoire aussi, elle avait des problèmes. Elle était partie. Et il y avait une émission radio africaine au Gabon qui s'appelle Africa numéro 1. Et qu'il a Gemadon, qui parle des sorcelleries, l'histoire africaine. Elle est obligée de demander mon nom à ce Gemadon, de rencontrer mon histoire. Gemadon a dit, l'esprit qui est dans mon corps est 366. C'est rare que les gens n'ont. Donc elle est protégée par mon esprit moi-même. Elle m'a dit ça, je dis, moi, je ne sais pas, je suis guéri, mais je sais que je n'ai jamais été malade.
Et dans ma vie, je n'ai jamais été malade depuis ma guérison. Et jamais, ma première maladie, c'est le moment comme la dépression quand j'ai pris ma maison en 1994. En 2014. Lui-même, depuis m'a rencontré, il m'a jamais vu aucune maladie. Donc, tout le monde le sait. Donc, je sais qu'il y a quelque chose d'intérieur que je ne connais pas, que peut-être mon grand-père a planté pour ma protection, et c'est tout. Donc, ce qui s'intéresse mes œuvres, c'est guérir aussi. Moi, je me sens déjà guéri. Merci. Eu gostaria de agradecer o convite, a possibilidade de poder estar aqui na presença de Fossô fazendo esse mergulho, que ele nos guiou nesse mergulho de maneira tão generosa, uma obra marcada por tanta inteligência e por tanta acessibilidade, sensibilidade. E gostaria de lembrar que há conteúdos na revista Zoom relacionados à obra do Fossô nos números 22 e 20, no número 22. Então, muito obrigado, Fossô, foi maravilhoso poder te ouvir.